Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 septembre 2020 pour le 203e rapport de situation sur le Donbass, principalement axé sur les toujours nombreuses violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, mais aussi le dossier MH17 et celui du pseudo-empoisonnement de Navalny. Sur le plan militaire, du 29 août au 4 septembre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 3 reprises. Il y a eu aussi 24 tirs de provocation non dirigés contre la RPD, 22 utilisations de drones par l'armée ukrainienne et 57 occurrences de travaux de creusement ou de renforcement des positions. Donc tout ça, c'est des violations des mesures additionnelles. L'armée ukrainienne a aussi installé 90 mines anti-chars sur 200 mètres carrés près de Vodianoye. L'OSCE a d'ailleurs enregistré un certain nombre de ces violations, donc voilà, ça sort pas de notre imagination. Pas de pertes de notre côté pour cette semaine. Par contre, côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 1 mort et 13 blessés. Donc comme on voit, l'hécatombe continue chez eux. Et puisque je parlais de violation des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, eh bien on va parler de déploiement d'armes lourdes, puisque ça fait partie aussi des violations de ces mesures. Ça s'améliore pas, bien au contraire. La semaine dernière, on avait 21 pièces d'équipement qui étaient déployées côté ukrainien, près de la ligne de front, près de localités ou d'infrastructures civiles. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 64 pièces d'armement lourd, donc on est à 3 fois plus que la semaine dernière, donc ça c'est pas bon du tout. À savoir dans le détail, un système de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Zhushka, 19 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 36 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM, 3 véhicules de transport de troupes type MTLB et 2 poseurs de mines blindées. Ouais, tout ça, ça n'a rien à faire là, et les poseurs de mines s'indiquent clairement qu'ils vont continuer à foutre des mines dans tous les coins. Là, côté ukrainien, il y a une moissonneuse qui a sauté sur une mine, là, il n'y a pas longtemps. Donc c'est bien, ils mettent en danger les civils, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et je rappelle, tout ça, c'est une violation tant des accords de Minsk que de l'accord qui avait été signé fin juillet. Hein. Voilà, juste pour replacer dans le contexte. Et donc, face à toutes ces violations et à l'absence de réaction de l'Ukraine, hein, quand toutes ces violations ont été signalées via la plateforme de coordination du CCCC, hein, comme le prévoit l'accord concernant les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Devant ce silence, la RPD a lancé un ultimatum à Kiev via le chef de l'État, Denis Pouchiline. Il avait donné à l'Ukraine jusqu'au 3 septembre à 22 h, soit pour éliminer ces violations des mesures additionnelles, soit pour fournir un accord signé par les différentes parties au sein du CCCC et supervisé par l'OSCE avec un plan d'élimination des violations. Bon, faute de quoi, la RPD avait clairement annoncé qu'elle ferait valoir le point numéro 6 de l'accord. Je vous renvoie à mon article publié à l'époque fin juillet, hein, donc article qui prévoyait qu'en cas d'échec justement de la procédure de coordination, eh bien la partie, je vais dire entre guillemets lésée, hein, pouvait donner l'ordre d'ouvrir le feu. Bon, je vous épargne le suspense, ils n'ont rien fourni, ni aucun document, ni éliminé les violations qui ont été enregistrées. Donc, en réponse à ce refus d'appliquer ce qu'elle a signé, Denis Pouchiline a donné l'ordre aujourd'hui de bombarder déjà l'une des zones les plus préoccupantes en matière de renforcement de tranchées, qui est les nouvelles positions qu'ils ont installées près de Choumi pour essayer de se rapprocher du fameux canal Seversky Donetsk-Donbass. Donc c'est le fameux gros canal qui avait été touché près de Gorlovka il y a pas très longtemps quand même. Clairement, pour éviter de nouvelles attaques qui pourraient toucher ce canal qui achemine quand même l'eau vers la République, on a déterminé que c'était l'endroit parfait pour le tir de semonce. Alors on est gentil quand même, on est gentil parce que les coordonnées de la zone qui sera bombardée et la date vont même être fournies publiquement à l'Ukraine et via le CCCC, donc histoire qu'ils ne puissent pas dire qu'ils ne savaient pas. L'RPD a déjà demandé à l'Ukraine de s'assurer qu'aucun de ses soldats ne se trouvera dans cette zone à partir du 7 septembre à 8 h du matin, parce
que bon, le but c'est pas de faire des victimes, hein, le but c'est juste d'éliminer les violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, c'est de détruire les fortifications et les nouvelles tranchées. Voilà. Hein. Donc Denis Pouchkine a aussi demandé à l'OSCE de surveiller l'opération de démolition, à coup certainement d'artillerie ou d'obus de char d'assaut, je sais pas encore ce qu'on va utiliser, mais enfin ça va pas être du petit calibre. Hein. Genre pour déglinguer une tranchée, on va pas y aller au lance-grenades, hein. Je veux dire, faut quand même être un peu lucide. Quand je dis que les Russes sont légalistes, comme c'est pas permis, hein, on est bien gentil quand même, parce que non seulement on leur a laissé du temps pour arrêter leurs conneries et éliminer les violations, mais en prime on leur dit où et quand on va frapper. Et l'OSCE va superviser le truc pour que tout soit légal au poil de cul près. Hein, voilà, qu'on puisse rien reprocher à la RPD. Moi je dis on est super sympa quand même, hein, et c'est nous que l'Ukraine traite de terroristes. Hein. Voilà, je pense que vous pouvez vous faire une bonne idée de ce que vaut cette accusation quand on voit ce genre de truc. Voilà, hein, donc on est bien sympa, donc je pense que ça sera le premier tir, histoire de dire, écoutez, éliminez vous-même les violations pour les autres localités, entre autres près de la zone de retrait de Petrovski, parce que ça aussi c'est quand même assez préoccupant, parce que sinon on va le faire nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est le premier tir, histoire de bien se faire comprendre, en espérant qu'en face, voilà, le message soit reçu 5 sur 5. Voilà, parce que bon, semble-t-il, via la parole, via les ultimatums, ça n'a pas l'air de passer, peut-être à coup d'obus, ça peut peut-être enfin leur rentrer dans la tête, je sais pas. Je sais pas. Bref, donc comme je l'avais annoncé la semaine dernière, donc cette semaine, le 31 août, hein, ont eu lieu les cérémonies commémorant les 2 ans de la mort d'Alexandre Zakharchenko. J'ai assisté à 3 des 4 cérémonies qui ont eu lieu ce jour-là. La première au cimetière où il est enterré. Hein. Donc là, il y a eu cérémonie religieuse, hein, donc orthodoxe, dépôt de fleurs sur son monument funéraire. Puis on a ensuite été là où se trouve son buste, dans l'allée des héros, où là aussi il y a eu dépôt de fleurs par le chef de l'État actuel, la veuve d'Alexandre Zakharchenko, ses parents, différents proches, et ensuite un certain nombre de personnalités publiques. Mais le plus émouvant pour moi, ça a clairement été la 3e cérémonie, celle qui a eu lieu en fait sur le lieu même où il est mort, hein, le lieu de l'attentat terroriste qui lui a coûté la vie. Il y a des milliers de personnes qui sont venues, qui sont massées dans le boulevard Pouchkine. Donc la cérémonie, comme l'année dernière, a eu lieu à l'heure où a eu lieu l'attentat. Denis Pouchkine a fait un discours, puis est allé déposer des fleurs sur le perron du café Separ où Alexandre Zakharchenko a été tué. Puis donc la veuve d'Alexandre Zakharchenko, puis ses parents, un certain nombre de personnalités de la République, et puis ensuite ils ont laissé la place en fait aux habitants, de la foule qui est venue déposer fleurs, bouquets, bougies sur ce perron. Il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était vraiment impressionnant, donc ça montre que les gens aimaient énormément Alexandre Zakharchenko. 2 ans après, voilà, ils sont toujours là pour lui rendre hommage. Il y a même une petite grand-mère qui moi m'a beaucoup émue, parce qu'elle avait rédigé un poème en l'honneur d'Alexandre Zakharchenko, et elle m'a demandé, vous voudriez bien le filmer pour le diffuser, quoi, tu vois, et je dis oui, ok, et vraiment son texte était magnifique. Je vous encourage à aller voir, hein. Elle est dans la vidéo que j'ai publiée, vraiment je vous encourage à le voir, et puis à aller regarder donc les sous-titres, j'ai sous-titré, hein, j'ai traduit son petit texte qui était magnifique, je trouvais très très émouvant, et qui montre, je pense, très bien l'opinion que la population de la RPD a d'Alexandre Zakharchenko. Je pense que c'est assez intéressant. Allez regarder ça, et après relisez les conneries sur les histoires d'occupation russe du Donbass, et vous allez voir, ça tient pas la route. C'est n'importe quoi, bref. Donc voilà. On va reparler vite fait du coronavirus. Voilà. Juste voilà, un petit point comme ça pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. En RPD, on en est à 2670 cas, donc on est à 162 de plus que la semaine passée, donc on a une progression qui décroît. Enfin, on a moins de nouveaux cas cette semaine par rapport au nombre de nouveaux cas de la semaine dernière, hein. Donc
on est sur une pente décroissante. On en est à 148 morts, donc 8 de plus, et 1318 guéris, donc 105 de plus. En RPL, par contre, c'est l'inverse. Ils en sont à 731 cas, donc 71 cas de plus que la semaine passée, donc eux, ils sont en hausse. 19 morts, donc 2 de plus, et 630 guéris, soit 17 de plus que la semaine dernière. En Ukraine, c'est le carnage. Ils en sont à 133 787 cas, c'est-à-dire 16 809 de plus que la semaine dernière. Donc je vous explique, eux ils continuent la courbe ascendante, hein. Eux, il n'y a pas de problème. Ils ont battu d'ailleurs de nouveaux records, si on peut appeler ça comme ça. Le 2 septembre, là, ils ont eu 2495 nouveaux cas journaliers, mais même en termes de nombre de morts, hein, ils battent des records, c'est-à-dire que c'est pas juste plus de détection, donc plus de nouveaux cas, c'est aussi plus de morts, puisqu'ils en sont à 2836 morts, soit 344 de plus que la semaine dernière, donc là aussi ils ont plus de nouveaux morts que une semaine en arrière. Ils ont battu leur record de nombre de morts le 3 septembre avec 54 morts en 24 heures. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc je vous dis, on continue à garder la frontière presque fermée. On continue d'ouvrir régulièrement en mode corridor humanitaire le point de passage de Yelenovka. Mais on continue les mesures de quarantaine obligatoires pour les gens qui arrivent depuis l'Ukraine. Parce que comme vous le voyez, c'est toujours la catastrophe là-bas. C'est vraiment mauvais pour eux hein, quand même, hein. C'est vraiment très très mauvais. Comme je le disais, je vais reparler du MH17 dont le procès continue et tourne de plus en plus à la farce grotesque. Ça devient du grand n'importe quoi. Et je vais vous reparler entre autres d'un témoin dont j'avais parlé, je crois, dans un article en 2019. Voire même avant, qui avait été interviewé en 2018 par le journaliste néerlandais Stefan Beck. Donc à l'époque, ce monsieur avait témoigné anonymement pour des raisons de sécurité. Il avait atterri à Donetsk après un échange de prisonniers. Il avait encore la famille côté ukrainien, donc il ne pouvait pas se permettre de montrer son visage, etc. Et là, en fait, maintenant, il vit en Russie, donc au niveau sécurité, il se sent plus à l'aise. Et donc, Bonanza Media, Yana Yerlachova a été l'interviewer chez lui, en Russie, à visage découvert, face caméra. Et ce qu'il dit est hyper important. Parce qu'en fait, donc ce monsieur qui s'appelle Vyacheslav, il vivait dans un petit village de la région de Poltava, et en fait il se trouvait en plein sur le chemin que suivaient les avions militaires ukrainiens qui partaient bombarder le Donbass en 2014. Et en fait, il a été vraiment choqué par les crimes de guerre des pilotes ukrainiens, et donc il a décidé d'aider le Donbass en appelant, en fait. Donc il a trouvé un appel à l'aide sur Internet avec un numéro de téléphone. Il a appelé, et donc il a convenu avec eux que voilà, quand il verrait des avions de combat décoller vers le Donbass, qu'il appellerait pour prévenir, pour que les gens puissent, entre autres les civils, puissent se mettre à l'abri, hein, pour éviter les victimes, entre autres les femmes et les enfants, parce que ça, il y en a eu quand même beaucoup. Je vais dire à Lugansk, Snizhnoye, 2 jours avant le MH17, il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil quand même. Hein. Voilà, quand leur immeuble a été bombardé par l'aviation ukrainienne. Et ça avait vraiment choqué Vyacheslav, donc surtout l'attaque du bâtiment administratif à Lugansk. C'est celui que l'Ukraine et l'OSCE ont dit que c'était... les gens étaient morts à cause de l'explosion d'un climatiseur. Véridique. Voilà, donc Vyacheslav, il a bien vu que c'était les avions qui avaient largué des bombes et qui avaient tué un grand nombre de civils. Donc ça l'avait choqué, donc il avait décidé d'aider pour qu'il n'y ait plus de victimes civiles comme ça, en prévenant. Et il se trouve que le 17 juillet 2014, il a vu 2 Sukhoi 25 décoller en direction de la RPD. Donc il a appelé un monsieur surnommé 14 pour l'avertir, et en fait c'est comme ça qu'il s'est fait attraper par le SBU, parce qu'en fait en fouillant toutes les écoutes téléphoniques qu'ils avaient à droite et à gauche pour alimenter l'enquête sur le MH17, le SBU est tombé sur cet appel et ils ont arrêté Vyacheslav.
Donc ils ont tenté de l'impliquer dans l'affaire du MH17 en disant qu'il avait aidé les rebelles à abattre le MH17. Résultat, le JIT a interrogé Vyacheslav avant de se rendre compte qu'en fait il avait rien à voir dans le schmilblick, qu'il savait même pas qui est le gars surnommé 14 qu'il avait appelé. Et bah une fois que le JIT s'est désintéressé de lui, alors là ça a été la foire à la torture, le SBU lui a tout fait. Ils lui ont d'ailleurs frappé la tête tellement fort qu'il a eu des séquelles graves, hein. Il a fait accident vasculaire cérébral, hémorragie, etc. Donc il a même perdu l'usage de la parole à un moment. Vous irez voir dans la vidéo que j'ai sous-titrée en français. Je vous encourage vraiment à aller écouter son témoignage. Témoignage qui corrobore d'ailleurs les multiples autres témoignages de gens qui étaient sur place à ce moment-là, disant donc que des avions militaires ukrainiens volaient bien dans le ciel du Donbass ce jour-là, ce qui veut dire que l'Ukraine a menti sur ce point en plus de tout le reste, c'est-à-dire en plus du fait d'avoir menti sur le fait que soi-disant les radars primaires marchaient pas ce jour-là, les écoutes téléphoniques falsifiées, je vous renvoie à l'article sur l'écoute téléphonique concernant Bezler. Ils ont menti aussi d'ailleurs sur la présence de boucs, tant en Ukraine que dans la zone de conflit. Parce que je rappelle qu'il y avait quand même eu des officiels ukrainiens qui nous avaient sorti que l'Ukraine n'avait plus de boucs à l'époque, alors qu'ils apparaissaient à la télé. Je veux dire, ils sont pas à une contradiction près en Ukraine. Et bien il se trouve que Vyacheslav en a vu des boucs 2 jours. Après le crash du MH17, il a vu sur l'autoroute Kharkov-Kiev 2 boucs transportés sur des camions vers la capitale ukrainienne, donc évacués depuis la zone de conflit, qui n'avaient plus aucun missile. Donc ils les ont tirés sur quelque chose. Voilà, donc quand les mecs prétendaient qu'il n'y avait pas de système bouc ukrainien dans la zone de conflit, mon cul sur la commode, parce que s'il n'y en avait pas eu, Vyacheslav les aurait pas vus 2 jours après en train d'être évacués vers Kiev. Voilà, ça commence à faire un petit peu trop de mensonges d'affilée là quand même, surtout pour un suspect potentiel qui a été inclus en dépit du bon sens dans l'équipe d'enquête et qui est quand même le pourvoyeur principal de preuves, et je mets des très gros guillemets, parce que bon, là ça commence vraiment... Là, l'enquête officielle est en train de couler façon Titanic. Arrêtez le tir, arrêtez le procès, reprenez l'enquête depuis le début, parce que là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, on a découvert au cours du procès que les morceaux de bouc là, qui avaient été présentés par le JIT et que la Russie avait retrouvés comme étant des morceaux d'un missile qui avait été livré à l'Ukraine à l'époque de l'URSS, on découvre qu'en fait, ils ont été découverts en avril 2015 et que le monsieur qui les a trouvés a dit que ils étaient apparus récemment au moment où il les a trouvés, tu vois, c'est genre 1 mois avant, ils étaient pas là, quoi, tu vois. Donc ça pue déjà la preuve plantée là, tu vois, pour traçabilité 0, parce que les mecs n'ont pas fait le travail d'évacuation des débris immédiatement sous des prétextes brefs, et parce que l'Ukraine d'ailleurs n'a pas laissé faire le travail d'enquête correctement, parce que je rappelle que l'armée ukrainienne a bombardé la zone de crash dans les jours qui ont suivi, ce qui a rendu très difficile l'enquête sur le terrain, donc déjà, il faut se demander ce qu'ils avaient à cacher. Je rappelle que de notre côté, la RPD a remis immédiatement les boîtes noires à la Malaisie quand elles ont été trouvées et qu'un accord a été signé officiellement pour dire voilà, officiellement on vous remet les boîtes noires, tac tac tac. Donc je vais dire, regardez où est la bonne volonté et regardez où est la mauvaise volonté. Au niveau de l'enquête, je pense que c'est quand même assez édifiant. Max van der Werf a écrit d'ailleurs un article là-dessus sur The Hague Times, qui est donc un tout nouveau site de médias, entre autres de géopolitique, d'un point de vue non occidental, et il a fait un article justement sur ces morceaux de bouc dont la traçabilité est carrément douteuse, tout comme des éclats en forme de papillon qui avaient été trouvés par un journaliste néerlandais qui est russophobe au dernier degré. Voilà, donc ça commence vraiment à sentir le pâté quand même, là pour l'enquête officielle, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Bon, la grande nouvelle de la semaine, dans les médias mainstream, ça n'a pas été ces informations sur les MH17. Ça a été l'annonce par le gouvernement allemand que le sieur Navalny aurait été soi-disant empoisonné au Novichok.
Oui, le même que dans l'affaire Skripal, le même poison. Alors, le problème, c'est que du point de vue de la logique et des lois physico-chimiques, c'est pas possible. Bon. Déjà, je vous remets un petit peu de contexte pour comprendre cette farce sordide, parce que il faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, l'Allemagne a refusé de plier face aux exigences américaines de mettre fin au projet Nord Stream 2, qu'en plus les Occidentaux essayent par tous les moyens de pousser la Russie à ne pas aider la Biélorussie face à la tentative de coup d'État en cours, parce qu'il faut appeler un chat, c'est une tentative de coup d'État ce qu'ils sont en train de faire. Côté personnel, bon, Navalny était dans la mouise. Il est totalement discrédité politiquement, c'est monsieur 2% quand même, je veux dire, bon, il pèse que dalle. Il est endetté au fait que il a perdu un procès en diffamation, donc lui, Sobol et sa structure FBK avaient diffamé une société qui fournissait les cantines scolaires à Moscou, et donc suite à cette diffamation, cette société a perdu son contrat. Donc la compagnie a gagné, et a obtenu 88 millions de roubles de dédommagement. Et il se trouve que la dette a été rachetée par un oligarque russe, Monsieur Prigojine, qui s'est dit clairement prêt à foutre Navalny et Sobol à poil pour récupérer le pognon. Bon, il a dit qu'il espérait que Navalny survivrait à ce qui lui arrive, parce qu'il tient à récupérer son fric. En plus, la fameuse structure FBK, qui soi-disant est un fonds de lutte contre la corruption, si on traduit son nom littéralement, en fait, il y a des enquêtes en cours qui montrent que, en plus d'être financé depuis l'étranger, les schémas financiers sont plus que douteux. Donc, juste lol, quoi. Donc là, pour Navalny, déjà, c'était la merde. Si tu veux, au niveau, voilà. Ils ont été à liquider FBK pour pas payer leur dette, quoi. Tu vois le truc. Et donc là-dessus, il a décidé d'aller soutenir des candidats à des élections locales en Sibérie. Et puis après avoir fait la teuf et picolé jusqu'à 2h du matin, il est allé à l'aéroport de Tomsk pour prendre son avion pour rentrer à Moscou. Bon, 40 à 60 minutes avant le décollage, dixit sa secrétaire, cette dernière lui amène un thé, et puis une fois dans l'avion, le père Navalny commence à se sentir mal, et il s'évanouit à peu près entre 30 et 50 minutes après le décollage. L'avion fait alors un atterrissage d'urgence à Omsk, aéroport d'ailleurs qui, 5 minutes après la demande d'atterrissage d'urgence, a reçu une fausse alerte à la bombe. C'est quand même très étrange. Bref. Navalny est emmené à l'hôpital, où il tombe dans le coma. Les médecins font tout pour le sauver, le maintiennent en vie, malgré le fait qu'ils se font insulter et harceler par l'entourage de Navalny, le tout hautement médiatisé. En gros, toutes les 5 minutes, on exigeait qu'ils donnent un diagnostic. Enfin bon, à un moment, il faut les laisser faire leur travail, les gars. Enfin, je veux dire l'entourage qui a dit oui, on n'a aucune confiance en eux, etc. C'est sympa, ils ont sauvé Navalny, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour le maintenir en vie, et ils l'ont bien fait, puisqu'il a été suffisamment en bon état 2 jours après pour être envoyé en Allemagne. Donc la moindre des choses, quand même, ça serait de remercier les médecins, tu vois, parce que bon, leur cracher à la gueule en mode on n'a pas confiance en eux, la main de Poutine, enfin, faut arrêter, quoi. Je veux dire, un peu de décence. L'entourage de Navalny, un peu de décence. Un peu de respect, quand même. Je veux dire, ça c'est une honte, ce genre de comportement, enfin bref. Et donc, comme ils l'ont demandé, Navalny a été envoyé se faire soigner en Allemagne, à l'hôpital de la Charité. Le même d'ailleurs qui avait soigné Yushchenko, après son soi-disant empoisonnement à la dioxine, qui en fait dixit le procureur général ukrainien, en fait empoisonnement qui a jamais eu lieu. Voilà, qui était complètement bidon. C'est marrant. C'est le même hôpital que, tu vois, que l'autre qui a fait un empoisonnement bidon, tu vois. Donc, déjà, là, il y a des petites questions à se poser, puis vous allez voir, vous n'avez pas fini. Bon, déjà c'était très drôle d'ailleurs, parce autant quand ils étaient en Russie, donc, comme je disais, ils exigeaient des diagnostics toutes les 5 minutes, ils faisaient chier les médecins, ils les harcelaient. Une fois en Allemagne, ils se sont retrouvés un peu l'entourage de Navalny mis à l'écart, donc sa femme, sa secrétaire, etc. Les médecins ont mis un temps fou avant de commencer à fournir des diagnostics. Là, marrant, il n'y a pas eu de harcèlement médiatique, ils n'ont pas insulté les médecins allemands, 2 poids 2 mesures, quoi, tu vois. Le respect que vous avez pour les médecins allemands, vous le devez aussi aux médecins russes, je veux dire, voilà.
Bon, très vite, les médecins allemands nous ont sorti une histoire d'inhibiteurs de cholinestérase. Bon, sauf que le petit problème, c'est que t'en trouves dans plein de trucs, hein, allant des pesticides, aux médicaments, entre autres pour Alzheimer, les trucs pour booster ton cerveau, les gouttes pour traiter le glaucome. T'en trouves aussi effectivement un certain nombre de poisons, dont le VX ou le Novichok, justement. Bon, petit problème, c'est que les médecins à Omsk n'ont rien trouvé de tel dans le sang et les urines de Navalny. De l'alcool, suite à sa picole, oui. De la caféine, oui, mais pas de poison. Et d'ailleurs, leur demande de preuve de l'empoisonnement de Navalny auprès des médecins allemands est toujours sans réponse, hein, quand même. La transparence, c'est dans un seul sens, hein, voilà. Et puis là, l'hôpital allemand a demandé l'aide de la Bundeswehr et du laboratoire de Porton Down. Porton Down, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le laboratoire qui était pas loin de là où les Skripal ont été empoisonnés, soi-disant. Ouais, quand je vous dis que c'est le balai des coïncidences bizarres, hein, cette histoire. Hein, voilà, donc le mec est hospitalisé dans un hôpital où on a diagnostiqué un empoisonnement de Yushchenko qui n'a jamais eu lieu. Et là, on fait appel à un laboratoire hein, qui est quand même, je pense, peu ou prou impliqué dans l'affaire Skripal. Voilà. Et là, miracle, mais qu'est-ce qu'il nous trouve du Novichok? Ah bah ouais, comme dans l'affaire Skripal, justement. Comme c'est bizarre. Et alors là, parce que accrochez-vous bien, niveau bizarrerie et incohérence, on est servi dans ce dossier. Je vous l'ai servi vite fait, je vous renvoie vers mon article où je détaille tout l'argumentaire hein, et le pourquoi c'est pas possible. Bon, déjà, d'un point de vue logique, si les autorités russes avaient réellement voulu empoisonner Navalny, déjà, elles l'auraient jamais laissé partir en Allemagne, hein, pour y être soigné et puis diagnostiqué. Hein, faut quand même pas être con. De deux, niveau discrétion et efficacité pour tuer quelqu'un, bon, si tu veux tuer qu'une seule personne et de manière discrète, le Novichok c'est pas le plus adapté. Hein, voilà. C'est une arme chimique de destruction massive, hein, comme le VX. Hein. C'est fait pour tuer des unités entières, pas un mec en particulier. C'est voilà. Et puis niveau discrétion, je veux dire pour une arme qui a été développée par l'URSS, bon, on repassera quoi. Hein, c'est comme si on avait retrouvé sur Navalny un ordre signé de la main de Poutine pour le buter. Quoi. Non, enfin, je veux dire, c'est à peu près de ce niveau-là quand même. Hein. En plus, donc là, on va passer à la partie un peu physique-chimie. Le Novichok, quand même, je le signale, est 2 à 10 fois plus mortel que le VX, qui est lui-même considéré comme une arme de destruction massive, arme chimique de destruction massive, qui a été interdit en 1993. Donc, si Navalny avait été empoisonné avec ça, déjà il devrait être mort. Hein, je veux dire, ça c'est comme les Skripal hein, qui survivent au Novichok. Non, ça c'est du délire. Hein, c'est du délire. La dose pour tuer avec du Novichok, ça se compte en milligrammes. En milligrammes pour tuer un adulte. Hein, bien portant. Voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, stop. En plus, il aurait dû mourir tout de suite. C'est-à-dire qu'il aurait même pas dû pouvoir monter dans l'avion. Il a bu son thé 40 à 60 minutes avant de monter dans l'avion, dixit sa secrétaire. Le Novichok te tue en moins de 2 minutes. Non, bah, je veux dire, faites le calcul, hein, vous allez voir vous-même que ça tient pas la route. Hein, voilà. Et puis en plus, il n'y a pas que Navalny qui aurait dû être mort. Parce que, je vous explique. Donc le Novichok, en fait, on dit Novichok, mais en fait, il y a 7 molécules différentes qui se retrouvent dans ce groupe, appelé génériquement comme ça. 7 molécules, donc avec des propriétés un peu différentes les unes des autres, mais en gros, celle qui a le point d'ébullition le plus élevé, c'est-à-dire le point de température au niveau de laquelle donc, ce produit passe du stade liquide au stade gazeux, le maximum c'est 74 degrés. Bon, le thé, en Russie, on le sert pas froid, hein, on le sert bouillant. Je veux dire, le thé en Russie, on te le sert vraiment, enfin, on fait bouillir la flotte à 100 degrés et on te le sert comme ça. Donc, le thé devait être bien facilement à 90-95 degrés minimum. Qu'il ait été mis dans le thé ou sur la tasse en carton, ton Novichok, il a dépassé, depuis un bon moment, son point d'ébullition. Donc il aurait dû se transformer en gaz.
Voilà. Donc déjà, la secrétaire de Navalny, elle aurait dû y passer. Elle est pas malade du tout. Hein. Navalny aurait dû y passer. Et les gens tout autour auraient dû mourir en 2 minutes maximum. On est bien d'accord. Si le produit avait été sur la tasse, bon déjà la secrétaire, elle y serait canée aussi, hein, même topo, puisque c'est elle qui lui a amené le verre. Hein. Donc, je veux dire, le truc n'a pas été manipulé par 36 000 personnes. Sa secrétaire est allée lui chercher un thé, lui a amené, il l'a bu. Donc, je veux dire, s'il y en avait eu sur la tasse... La secrétaire, elle devrait être morte. Elle est toujours bien en vie et bien portante. Il n'y a aucun problème. Et puis en plus, je veux dire, les tasses en carton comme ça, enfin les gobelets en carton, c'est des piles, hein, dans ces cafés qu'il y a dans les aéroports, c'est des piles de carton comme ça, de gobelets en carton. Donc, je veux dire, la personne qui a pris le gobelet précédent aurait dû crever aussi. Hein, parce que s'il y en avait sur l'extérieur du gobelet, ben, il y en a qui a dû se déposer sur le gobelet qui était au-dessus. Hein, je veux dire, c'est un peu logique. Donc on aurait dû avoir des morts en pagaille dans l'aéroport. Je veux dire, on a une photo où on voit, il y a un monsieur qui est à côté de lui quand il est en train de boire son thé dans l'aéroport. Je vous montre la photo. Le monsieur là, à côté, il devrait être mort. La secrétaire, elle devrait être morte. Navalny devrait être mort. Le serveur qui a servi le thé devrait être mort. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est un poison militaire, c'est une arme chimique de destruction massive. Tu ne survis pas à ce truc-là. Je veux dire, déjà, même le VX, qui est moins toxique que le Novichok, arriver à sauver quelqu'un qui a été intoxiqué, avec ça, t'as quasiment aucune chance. Déjà ça, quoi. Le Novichok, 2 à 10 fois plus mortel. Voilà, donc, je veux dire, à un moment, il faut rappeler des évidences, quand même, les lois physico-chimiques, 2-3 trucs, quand même, parce que, bon, là, faut arrêter les conneries, hein, non, on aurait dû avoir une hécatombe dans l'aéroport. Et voilà, c'est ça qui aurait dû se passer si vraiment ça avait été du Novichok. Voilà. Alors, il y en a qui sont partis après dans un délire avec l'aide d'un des anciens concepteurs du Novichok, complètement vendu à l'Occident, qui a sous-entendu que le poison était sur ses sous-vêtements, genre en mode sur son caleçon. Je vais vous montrer une petite caricature très très drôle à ce sujet. Bon, alors, s'il avait du Novichok sur son calbut, il y a des petites questions à se poser sur sa fidélité conjugale. Parce que normalement, à part Navalny lui-même et sa bonne femme, il n'y a personne qui est censé toucher à son caleçon. On est bien d'accord. Déjà. Et puis pour finir, bon, les symptômes de Navalny collent absolument pas avec ceux d'un empoisonnement au Novichok. En plus, s'il y en avait eu sur les vêtements, il aurait dû avoir des symptômes cutanés. Hein, parce que ça attaque la peau, hein, ça te fait des... Voilà, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne, ces merdes-là, il y a un film qui avait été fait concernant le gaz VX, qui s'appelle The Rock, hein, avec Nicolas Cage et Sean Connery, très bon film d'ailleurs. Je vous conseille d'aller le voir, vous allez voir hein, en combien de temps ça bute quelqu'un, puis le genre de truc que ça fait. Ça va vous donner une idée un petit peu de ce à quoi on aurait dû assister si ça avait été du Novichok, hein, quand même. Du Novichok ou du VX, tu meurs asphyxié, parce qu'en fait ça provoque une contraction de tous les muscles de ton corps, y compris le diaphragme, donc tu ne respires plus, tes poumons se remplissent de fluide et tu meurs étouffé comme ça en moins de 2 minutes. Voilà, donc arriver à sauver quelqu'un qui... Non, là faut arrêter les conneries. Pour finir, autre argument, je rappelle que la Russie a fini de détruire tous ses stocks d'armes chimiques en 2017 sous supervision de l'OIAC, donc je vois pas d'où sortirait ce Novichok, ou alors ils ont sorti le dernier tube à essai qui se trouvait dans une vieille armoire datant de l'époque soviétique, mais bon, à ce moment-là, c'est peut-être pour ça, remarque, qu'il marche pas très bien, parce qu'il est peut-être complètement périmé, enfin non, voilà, faut arrêter les conneries, là, stop. Là, ça c'est vraiment un non-sens total. Et vu que le Novichok a l'air d'être périmé, hein, au point de ne pas avoir réussi à tuer les Skripal, pourquoi le Kremlin aurait utilisé une nouvelle fois cette arme chimique qui semble-t-il est si peu efficace dans la réalité et inadaptée, comme j'ai dit, hein, je veux dire, c'est pas fait pour tuer une personne en particulier, c'est fait pour tuer plein de gens d'un coup. Voilà, pourquoi ne pas avoir opté pour le suicide, l'accident de voiture, ou plein d'autres poisons bien plus discrets et difficiles à retracer. Je vous ferai pas une liste, c'est pas ce qui manque. Je vous renvoie vers votre moteur de recherche préféré qui sera votre meilleur ami dans ce domaine-là. Oui, il y a des listes, il y a même des top 5, des top 10, des poisons les plus discrets pour tuer quelqu'un. Voilà, je vous laisse chercher tout seul comme des grands. Non, des moyens d'assassiner des cibles discretos. Non, le FSB ou le SVR, c'est faire aussi bien que le Mossad ou la CIA, je veux dire... Faut arrêter les conneries. Non, on n'assassine pas au Novichok. Non, faut arrêter les bêtises, là, quand même. Alors, le pourquoi, ben...
suffit de regarder les réactions après. Hein. Suite à ça, bien sûr, on a eu des appels à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, arrêter le projet Nord Stream 2. Ah, bon, tiens donc, cui bono, hein, à qui profite le crime. Voilà, voilà. Et alors là, on a eu Loukachenko qui nous a sorti un truc astronomique. Je sais pas si c'est authentique, ça doit encore être authentifié, hein, mais c'est énorme. Il nous a sorti un enregistrement d'une conversation téléphonique entre des officiels allemands et polonais, où les deux interlocuteurs admettent qu'en fait l'empoisonnement de Navalny est une grossière falsification dont le but est d'empêcher Poutine de mettre son nez dans les affaires biélorusses. Voilà, de d'empêcher le coup d'État. Voilà. Y a même un des interlocuteurs qui dit que c'est la guerre, toutes les méthodes sont permises. Voilà. Bon, comme je dis, la bande audio doit être authentifiée avant d'en tirer des conclusions, mais si elle est authentique, c'est une bombe diplomatique. Et là, Merkel va se retrouver dans la merde. Parce que ça, enfin, tu te rends compte, ça c'est scandaleux. Il y a aussi une autre info, donc puisque je vous parlais de sa fidélité conjugale à l'autre Toto, il y a des infos qui sont sorties sur la présence à ses côtés pendant sa petite tournée en Sibérie là, d'une femme qui a l'air d'être très proche des cercles pro-occidentaux anti-Poutine, genre Khodorkovsky et Khodorkovsky et toute cette clique. Donc il y a des trucs bizarres. Hein, comme on dit, méfie-toi de tes ennemis, mais méfie-toi surtout de tes amis. Hein. Je pense que le père Navalny s'est surtout fait empoisonner sa gueule par ses potes, quoi. Enfin, par ses patrons occidentaux. Ou alors, tout simplement, il a mélangé l'alcool avec des médicaments qu'il fallait pas. En plus, semble-t-il, il était au régime pour perdre du poids. Donc, ça a pu entraîner des effets secondaires extrêmement violents. Surtout qu'il a déjà une santé en mauvais état. Il a déjà une santé en mauvais état. Il faut savoir que ce monsieur prend de la drogue. Hein. Je dirais même sa fille l'a admis lors de discussions avec sa copine. Elle a dit clairement, hein, son père prend de la drogue. Donc, je veux dire, quand tu prends de la drogue, tu finis avec un corps un peu déglingué. Donc forcément, après, si tu picoles, que tu prends certains médocs et que tu bouffes pas, ça peut avoir des effets assez délétères. Il y a des personnes, dont un des concepteurs du Novichok, qui pensent qu'en fait, il nous a fait une bonne grosse pancréatite. Voilà. Donc, ce qui expliquerait d'ailleurs sa chute de taux de sucre dans le sang. Parce qu'en fait, quand tu as le pancréas endommagé, tu fais du diabète. Parce que l'insuline, elle est produite par ton pancréas. Donc, s'il est HS, ça peut entraîner ce genre de gros problèmes. Donc voilà, soit tout simplement il a un gros problème de santé parce qu'il a fait de la merde avec son corps pendant des années, soit il s'est fait empoisonner sa gueule par ses patrons, mais le coup de empoisonner par le Kremlin, un coup de Novichok, non, là, faut arrêter. Là, c'est de la fantaisie pure. Il y a plus de réalisme dans Harry Potter ou dans Blanche-Neige et les Sept Nains que dans cette histoire. Voilà, donc... vite fait, concernant l'Ukraine, vous vous souvenez, j'avais parlé donc de l'attaque de ce bus d'activistes des Patriotes pour la vie, hein, qui avait été attaqué par des néo-nazis. La PCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, semble se réveiller. On a eu des députés autrichiens qui ont annoncé que la PCE pourrait envoyer une mission supplémentaire en Ukraine pour enquêter sur l'extrémisme d'extrême droite. C'est-à-dire en fait les néo-nazis, quoi. Hein, en fait. Bon, j'espère que ça va se faire, parce qu'il y a matière à quand même. Là, ça devient très 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 grave. Des attaques récurrentes contre soit des gens du parti, la plateforme d'opposition pour la vie, mais aussi ceux du parti d'Anatoly Chari aussi, qui sont souvent la cible des néo-nazis ukrainiens. Donc là, faut vraiment faire du ménage. Là, faut vraiment qu'ils arrêtent de cautionner ce qui se passe en Ukraine. Dans la semaine qui vient, on va avoir la journée de la libération du Donbass avec des cérémonies commémoratives, j'y serai bien sûr. On aura aussi semaine prochaine, donc samedi prochain, l'ouverture du festival littéraire Étoile au-dessus du Donbass, j'y serai aussi
pour rencontrer la petite Faina Savenkova, que j'avais interviewée, vous vous en souvenez. Donc voilà, ça va être l'occasion de la voir en vrai, hein, puisqu'on avait échangé par internet pour faire l'interview. Donc là, ça va être l'occasion un peu de la rencontrer. Je vous encourage à aller voir sur le site Donbass Insider. J'ai traduit une interview d'elle et d'un autre auteur adulte, hein, avec qui elle a collaboré pour un livre commun. Qui est, semble-t-il, assez intéressant, qui parle de la guerre sans parler de la guerre, c'est-à-dire qui parle en fait d'habitants, enfin, d'enfants entre autres, et de leurs chats, dans une ville après-guerre. Donc il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de truc d'horreur. C'est un texte sur l'espoir, la vie, et les chats. Voilà, les chats. Comme elle dit, là où il y a des chats, il y a toujours l'espoir de revoir la paix. Je vous encourage à aller voir cette interview, vraiment. Et puis je ferai des reportages donc, pour la journée de la libération du Donbass et puis pour l'ouverture du festival. Donc pour l'instant, voilà, la situation reste relativement calme sur le plan, en tout cas militaire, en tout cas sur le plan bombardement, c'est tant mieux. Ça fait que nous, on n'a pas de victimes de notre côté, on n'a pas de destruction. On va voir comment ça va se passer après la réponse, enfin la démolition, hein, des nouvelles tranchées ou des nouvelles fortifications près de Choumi. Soit l'Ukraine prend ça comme prétexte et décide de réouvrir les hostilités, soit ils décident de faire le dos rond et de fermer leur gueule. Ça c'est pour moi les deux options, soit 50-50. On a eu une réunion cette semaine, des groupes de contact, je vous en ai pas parlé parce qu'en fait ça n'a rien donné du tout. L'Ukraine tourne en rond, essaye d'éviter de discuter des vrais problèmes, entre autres ces violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Donc ça rime à rien, enfin je veux dire, on aboutit à que dalle, ça parle, et ça donne rien de concret. Donc ça sert à rien de vous embêter avec ça, le site-rep est déjà assez long comme ça, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Vu que je vais aller au festival, il est possible que je tourne le site-rep un peu plus tard que d'habitude, donc peut-être qu'il sera publié que le dimanche. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas, c'est normal. Voilà, et puis là, je vous fournirai une interview IRL, hein, voilà, de Faina, et puis ce sera l'occasion de montrer que le Donbass, c'est pas que la guerre, c'est une région qui a une vie culturelle très importante, très riche. Et donc, voilà, ça va être l'occasion un peu de changer un peu de sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient d'avoir un peu plus de reportages sur la vie quotidienne des gens ici, surtout maintenant que ça se calme sur le plan militaire. Donc, je vous ai écouté et voilà, je vais essayer de vous fournir un peu plus de ce genre de reportages sur la vie de tous les jours. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.